Lorsqu'on évoque la puissance blindée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, des noms comme Tigre et Panthère dominent souvent la conversation. Ces chars massifs étaient conçus pour des duels frontaux contre les blindés ennemis. Mais l'un des véhicules allemands les plus efficaces de la guerre n'était pas un char, mais le Sturmgeschütz ou canon d'assaut. Le Sturmgeschütz, souvent surnommé le Stug, était à l'origine un simple véhicule d'appui à l'infanterie, un véhicule surbaissé et sans tourelle, destiné à détruire les bunkers, les points forts et les positions d'infanterie ennemies. On ne s'attendrait pas à ce qu'il devienne l'un des chasseurs de chars les plus redoutés du front de l'Est. Pourtant, par un mélange de nécessité, d'improvisation sur le champ de bataille et d'efficacité pure, le Stug est passé du statut de simple véhicule d'appui au statut de chasseur de chars le plus performant d'Allemagne. À la fin de la guerre, les Stug avaient abattu plus de chars blindés que les Tigres et les Panthers réunis. Voici comment une conception simple, destinée à soutenir les fantassins, est devenue, de manière inattendue, l'épine dorsale de la défense blindée allemande. L'idée du Sturmgeschütz, ou canon d'assaut, est née dans l'entre-deux-guerres, alors que l'Allemagne cherchait à reconstruire et à moderniser son armée sous les contraintes du traité de Versailles. La Première Guerre mondiale avait brisé non seulement des empires, mais aussi d'anciennes méthodes de combat. Parmi les nombreuses leçons apprises figurait le fossé dangereux entre l'infanterie et l'artillerie. Les soldats en progression avaient besoin d'une puissance de feu capable de détruire les bunkers et les nids de mitrailleuses, mais l'artillerie tractée était trop lente pour suivre. Dans les années 1930, les stratèges allemands repensèrent le problème. En 1935, le général Erich von Manstein proposa une nouvelle solution. Un canon mobile et blindé, capable d'accompagner l'infanterie au combat, protégé par un blindage et capable de détruire des points forts, et si nécessaire, des chars ennemis. Son idée ne concernait pas des formations massives comme les chars, mais de petits pelotons de canons d'assaut travaillant directement avec l'infanterie. Il n'y avait pas d'accord clair sur la manière de procéder. Ses détracteurs, dont Heinz Guderian, affirmaient que les chars ordinaires pouvaient déjà fournir un soutien adéquat à l'infanterie. Le Panzer IV, par exemple, était équipé d'un canon spécialement conçu pour ce rôle, et contrairement à un canon automoteur, d'une tourelle lui permettant d'engager des cibles dans toutes les directions. Après avoir pesé le pour et le contre, le haut commandement allemand a finalement approuvé le développement d'un véhicule blindé dédié au soutien de l'infanterie. Développé pendant une période d'expansion militaire rapide, le Stug a été conçu pour exploiter les composants existants du Panzer, notamment le châssis du Panzer III. Cette production simplifiée permit une mise en service rapide du véhicule. Daimler-Benz fut chargé de la conception du châssis, tandis que Krupp fut chargé de la production du canon de 75 mm. En juillet 1937, 5 prototypes sortirent des usines. Construits sur un châssis Panzer III modifié, chacun était équipé d'un canon de 75 mm dans une casemate fixe à profil bas. Cette première version n'était pas équipée de mitrailleuses, mais sa silhouette compacte et son blindage respectable lui conféraient certains avantages. Son moteur, cependant, était sous-puissant, limitant le véhicule à seulement 25 km/h, vitesse encore jugée suffisante pour le rôle prévu à l'époque. Ces premiers engins n'étaient pas destinés au combat en première ligne. Leur caisse était en acier doux. Après des essais sur le terrain d'essai de Kummersdorf, les véhicules furent réaffectés à une école d'artillerie, où ils restèrent en service d'instruction. En 1940, après une série de perfectionnements, Daimler-Benz livra la première série de véhicules redessinés. Ces machines étaient dotées d'un moteur plus puissant, d'un blindage frontal de 50 mm et d'une suspension améliorée. Officiellement baptisé Sturmgeschütz 3 modèle à de 7,5 cm, ils représentaient une avancée significative. Un peu plus d'un mois après leur lancement, les nouveaux canons d'assaut furent engagés en France, où leurs performances sur le champ de bataille furent saluées par les commandants et les équipages. Impressionnés par les résultats, la Wehrmacht s'empressa d'accroître sa production. Les usines Daimler-Benz étant déjà surchargées, la responsabilité de la fabrication fut transférée à Alket, où la production fut portée à 30 véhicules par mois. La même année, 184 Stug furent produits, suivis d'un nombre impressionnant de 584 en 1941, confirmant l'importance croissante du véhicule dans l'arsenal allemand. Le Stug 3 allait devenir le canon d'assaut le plus produit de la Seconde Guerre mondiale, avec quelques 10 500 exemplaires construits. Son succès était dû non seulement à son efficacité sur le champ de bataille, mais aussi à son rapport coût-efficacité. Alors qu'un Panzer III coûtait environ 105 000 Reichsmark et un Panzer IV encore plus cher, le Stug 3 pouvait être produit pour seulement 82 500 Reichsmark, ce qui en faisait une option bien plus économique pour l'industrie de guerre allemande, déjà sous pression. Plus rapide et moins cher à construire que les véhicules à tourelle, le Stug devint rapidement l'un des véhicules blindés les plus précieux et les plus adaptables de l'Allemagne. Le Sturmgeschütz joua un rôle important dans les premiers succès de l'opération Barbarossa, fournissant un soutien vital lors de la rapide avancée allemande en territoire soviétique. Pourtant,
à la fin de 1941, les limites des forces blindées allemandes devenaient douloureusement évidentes. Malgré leurs triomphes initiaux, les chars et les canons d'assaut de la Wehrmacht étaient de plus en plus surclassés par l'apparition des KV-1 et T-34 soviétiques, dont la puissance de feu, le blindage et la mobilité supérieure menaçaient de submerger les formations allemandes sur le front de l'Est. Le canon le plus puissant que les Allemands possédaient était le canon de 50 mm du Panzer III. Le canon court original de 75 mm du Sturmgeschütz était principalement destiné aux tirs d'obus explosifs à faible vélocité, en appui direct des assauts d'infanterie. Monté sur le châssis relativement compact du Panzer III, il remplissait efficacement ce rôle. L'introduction du canon anti-char PaK-40 de 75 mm en 1942 marqua une amélioration significative des capacités anti-chars allemandes. Grâce à ses performances supérieures à celles du canon russe de 76 mm, le PaK-40 offrait aux forces allemandes un avantage indispensable sur le champ de bataille. Les Allemands s'adaptèrent rapidement en équipant chaque véhicule capable de le transporter du canon PaK-40. La conception fixe et sans tourelle du Stug offrait un avantage inattendu. Cela permit de réarmer le véhicule avec le nouveau canon anti-char long de 75 mm, une amélioration que le Panzer III lui-même ne pouvait pas intégrer. Cette transformation conférait au Sturmgeschütz un potentiel redoutable, dépassant son rôle initial. Grâce à ce nouvel armement, le Stug devenait soudain un adversaire de taille face au T-34. Ne se limitant plus au soutien de l'infanterie, il acquit la capacité de détruire les blindés ennemis à distance. Sa silhouette basse le rendait plus difficile à cibler que le char soviétique, plus grand, et son blindage incliné augmentait ses chances de survie. En 1942, lors des batailles titanesques du front de l'Est, cette transformation apporta à l'Allemagne un coup de pouce dont elle avait cruellement besoin. Cette amélioration essentielle apparut pour la première fois sur le Sturmgeschütz modèle F en 1942. Équipé du canon long L-43 de 75 mm, le Stug pouvait désormais tirer des obus perforants à une vitesse initiale bien supérieure, lui conférant une capacité de destruction de chars bien supérieure à celle du canon de 50 mm du Panzer III. Dès lors, il servit principalement d'arme anti-char principale de l'armée allemande, tandis que son rôle initial de soutien à l'infanterie fut largement repris par le STU-42, une variante construite sur le même châssis mais armée d'un obusier plus puissant. À ce stade, il était clair que le Panzer III avait atteint les limites de son développement et fut progressivement retiré de la production sur le front. À partir de 1943, son châssis fut exclusivement dédié à la construction du Sturmgeschütz, un véhicule dont la production se poursuivit jusqu'au dernier jour de la guerre. Presque par hasard, les Allemands avaient créé l'un des premiers exemplaires réussis d'une nouvelle catégorie de machines de guerre, le Panzerjäger, ou chasseur de chars. Les unités de Stug ont rapidement adopté ce rôle. Début 1944, les équipages de canons d'assaut ont abattu environ 20 000 chars ennemis, preuve de leur efficacité sur le champ de bataille. Le manuel Sturmgeschütz insistait à maintes reprises sur le fait que le canon devait toujours être tiré depuis une position stationnaire. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'arme pouvait atteindre une précision maximale. Lorsque les commandants suivaient cette instruction, les résultats étaient souvent dévastateurs. Pourtant, dans les batailles rapides, où chaque seconde comptait, l'absence de tourelle s'avérait un sérieux inconvénient. Pour surmonter cette difficulté, les équipages des Sturmgeschütz développèrent des tactiques défensives, attirant les chars ennemis dans des zones d'embuscade bien préparées, des terrains de combat soigneusement aménagés où leur puissance de feu pouvait être utilisée avec une efficacité mortelle. Ces tactiques portèrent leurs fruits et, début 1943, le Stug reçut un nouveau renfort de puissance de feu avec l'introduction du canon de calibre .48, plus long, offrant une vitesse initiale encore plus élevée. C'est ce nouveau canon qui équipa la version définitive du Sturmgeschütz, le modèle G, produit à 7720 exemplaires. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes, reflétant non seulement l'efficacité du Stug au combat, mais aussi son importance pour les forces blindées allemandes. Au total, environ 11 500 Stug, toutes marques confondues, furent fabriqués, soit bien plus que les 4 500 Panzer III, 6 800 Panzer IV ou 6 000 Panther produits à la même période. Tandis que les chars à tourelles étaient le fer de lance de vastes avancées, les Stug servaient au cœur des combats d'infanterie. Ils devinrent les fidèles compagnons des grenadiers allemands, leur bouclier en défense et leur point en attaque. En 1943, les Stug étaient un élément indispensable de la Panzerdivision et de la division d'infanterie, où les troupes en vinrent à compter sur eux comme garant de la stabilité au combat. L'infanterie apprit rapidement que tant que les Stug étaient en position, la situation restait parfaitement sous contrôle. Sur le front de l'Est, les équipages expérimentés des Sturmgeschütz obtinrent des résultats exceptionnels, détruisant parfois des dizaines de chars soviétiques en un seul engagement. Pourtant, lors de telles actions, l'un des plus grands défis pour leurs commandants résidait dans la conception exiguë du véhicule, qui imposait des limites strictes en termes de capacité de carburant et de munitions.
obligeant à de fréquents retraits du combat. À mesure que la guerre s'éternisait, les soldats du front tiraient de plus en plus confiance de la présence du canon d'assaut. C'est pourquoi les manuels tactiques insistaient particulièrement sur la nécessité pour les commandants de Sturmgeschütz de rassurer leurs homologues de l'infanterie. Tout retrait temporaire de leur canon n'était qu'un simple réarmement et ravitaillement, et non un signe de retraite. La doctrine tactique de Sturmgeschütz établissait une règle claire. Autant que possible, il ne fallait pas retirer toutes les machines de la ligne en même temps. Ils devaient plutôt partir en relais. Sinon, le moral de l'infanterie risquait fort de s'effondrer si leurs fidèles canons d'assaut se regroupaient. Et si le Sturmgeschütz avait indéniablement acquis sa réputation de redoutable tueur de chars, son rôle de soutien à l'infanterie était loin d'être obsolète. Le canon de 75 mm, avec sa trajectoire plate, était idéal contre les blindés ennemis. Mais pour déloger l'infanterie dissimulée derrière un abri, un obusier à trajectoire haute restait indispensable. La doctrine tactique d'emploi des deux types de canons d'assaut était simple, mais extrêmement efficace. Les véhicules équipés de canons longs de 75 mm devaient engager les blindés ennemis, tandis que ceux équipés d'obusiers concentraient leurs tirs sur l'infanterie progressant aux côtés des chars. Œuvrant de concert, cette coordination permit de contrer d'innombrables attaques russes, qui se brisèrent sur le solide rempart formé par les bataillons Sturmgeschütz. En 1943, le succès du Sturmgeschütz sur le champ de bataille fit de ces installations de production une cible prioritaire pour les bombardiers alliés. L'usine Alkit, principalement responsable de la construction des Stug 3, fut soumise à des raids de saturation dévastateurs qui endommagèrent gravement ces installations. Durant la période de reconstruction, la production fut réorientée vers l'usine de chars Krupp. Cependant, Krupp se spécialisa dans la fabrication de Panzer IV plutôt que de Panzer III, ce qui créa d'importantes complications pour la production de Sturmgeschütz. En 1943, environ 1500 Sturmgeschütz furent fabriqués par Krupp à partir du châssis du Panzer IV, équipés du canon L-48, très performant. Ces véhicules, appelés Sturmgeschütz 4, se révélèrent tout aussi efficaces que leurs prédécesseurs, les Stug 3. À la fin de la guerre, les équipages des Stug avaient détruit plus de 30 000 chars ennemis, un exploit exceptionnel, avec une moyenne d'environ 3 véhicules ennemis détruits pour chaque Stug déployé. Leur réputation devint si redoutable que les ordres soviétiques déconseillèrent explicitement aux commandants de chars d'engager le Sturmgeschütz de front, leur conseillant plutôt de manœuvrer pour tirer sur les flancs ou l'arrière, plus fragiles. Au total, quelques 11 500 Sturmgeschütz furent produits, ce qui en fit le véhicule blindé de combat allemand le plus répandu de la guerre. Non seulement le Sturmgeschütz se révéla très efficace sur le champ de bataille, mais il était aussi nettement moins cher, plus rapide et plus facile à produire que les chars entièrement construits sur le même châssis, un facteur crucial pour l'industrie de guerre allemande, de plus en plus sollicitée. Alors que le conflit s'éternisait et que les armées allemandes sur tous les fronts étaient confrontées à l'énorme invasion des blindés soviétiques et alliés, les ressources de production furent progressivement réorientées vers le Sturmgeschütz. Sa conception et son rôle le rendaient particulièrement adapté aux exigences d'une guerre défensive, où ses atouts pouvaient être maximisés pour une efficacité mortelle. De simples canons d'appui d'infanterie à ses débuts, le Sturmgeschütz était devenu le principal destructeur de chars de la Wehrmacht. L'ajout du canon long de 75 mm transforma le Stug, autrefois simple briseur de bunkers, en véritable prédateur sur le champ de bataille, capable de détruire les blindés ennemis à distance. Vers la fin de la guerre, il ne fut plus seulement une arme auxiliaire, mais l'épine dorsale de la défense blindée allemande, une arme alliant efficacité, efficience et adaptabilité comme peu d'autres véhicules de la guerre pouvaient l'égaler. En fin de compte, le Sturmgeschütz n'a jamais été destiné à devenir le principal destructeur de chars allemands. Pourtant, grâce aux nécessités du champ de bataille et à une adaptation astucieuse, il est devenu exactement cela. Ce qui n'était au départ qu'un canon d'appui discret est devenu le véhicule blindé le plus redouté et le plus efficace de la Wehrmacht. Ses équipages ont détruit des dizaines de milliers de chars ennemis, tenu le coup lorsque d'autres véhicules ont faibli et se sont forgé une réputation que même les puissants équipages de T-34 et de Sherman ont appris à respecter. L'histoire du Stug n'est pas seulement celle de l'ingénierie, mais aussi celle d'une évolution sous le feu des critiques, un rappel que parfois, les conceptions les plus modestes peuvent laisser la marque la plus profonde sur l'histoire.